Bonjour, je suis le docteur Eric Sambel et je voulais qu'on fasse le point sur ce qu'on appelle la coordination de soins. Alors, la coordination de soins, vous en faites tous au quotidien, en mettant en lien différents acteurs de santé, infirmiers, kinés, médecins traitants ou médico-sociaux, autour de la prise en charge d'un patient. Tout ça, c'est informel, ça fonctionne, on va dire plus ou moins bien, et le législateur a décidé de mettre de l'huile dans les rouages en créant des outils qui permettent normalement que ça fonctionne mieux, du moins c'est l'objectif. Alors, il y a une définition qui est un peu officielle, c'est-à-dire un cadre formel, une structure, organisation qui regroupe physiquement ou pas des acteurs de la santé pour se coordonner entre eux en vue de répondre aux besoins de santé de tous et de prendre en charge les patients nécessitant l'intervention conjointe ou successive de plusieurs acteurs du soin ou du social. Donc, ça reprend un peu ce que je vous ai dit, sauf que c'est écrit en langage plus techno. Alors, d'abord, il faut savoir pourquoi on fait de la coordination de soins. Donc, il faut créer ce qu'on appelle un projet de santé. Et donc, tous les exercices coordonnés passent par cette étape de construction d'un projet de santé. Et donc, celui-ci doit garantir que les organisations et actions mises en place répondent à des besoins de santé prioritaires. Il y a un diagnostic local. Vous verrez que les organisations se font à l'échelon d'un territoire. Et ça définit l'organisation et les actions à conduire afin de mieux organiser la réponse aux besoins de santé de la population, améliorer les conditions d'exercice des professionnels de santé, renforcer l'attractivité pour les installations sur le territoire. Donc, globalement, on retiendra offrir des soins de façon plus fluide aux patients et lutter contre les déserts médicaux avant tout. Alors, pour faire ce projet régional de santé, on va analyser plusieurs paramètres. En premier lieu, le territoire, contexte géographique économique, la population, caractéristiques démographiques, économiques, sanitaires, la mortalité, la morbidité, les besoins et les attentes de la population. Donc, bien évidemment, on parle là encore avant tout des déserts médicaux, mais vous verrez que dans les grandes villes, le problème est à peu près le même. Ce qui existe comme offre de prévention et de soins, et puis les besoins et attentes des professionnels de santé, parce que finalement, c'est les professionnels de santé qui vont s'emparer de ces outils, et donc il faut essayer de leur offrir des outils dont ils ont besoin et dont ils verront l'utilité. Alors, en premier lieu, on va aborder ce qu'on appelle les CPTS ou communautés pluriprofessionnelles territoriales de santé. Ça regroupe des professionnels libéraux d'un même territoire qui souhaitent s'organiser à leur initiative, donc c'est eux qui décident, autour du fameux projet de santé dont on a parlé. Et donc, c'est l'ensemble des acteurs de santé, alors des professionnels de santé de ville, libéraux, salariés, les établissements de santé privés, les acteurs de prévention, de promotion de santé, établissements médico-sociaux, très importants, et qui veulent se coordonner sur un territoire. Donc, il faut définir d'abord le territoire, c'est ce qu'on a vu, pour répondre à une ou plusieurs problématiques en matière de santé qu'ils ont identifiées. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les CPTS, ça ne colle pas à un territoire administratif. Ça va coller à un besoin de population. Il peut y avoir de petites CPTS pour quelques dizaines de milliers de personnes, une plus grande pour plusieurs centaines de milliers de personnes, et le financement sera un petit peu proportionné justement à la taille de la CPTS. Par exemple, sur une grande ville comme Marseille, ça va être un ou deux arrondissements. Sur un territoire plus vaste, ça peut être un département entier comme la Creuse, parce qu'effectivement, les problèmes ne sont pas les mêmes à l'échelon du territoire. Alors, la CPTS, ça s'articule avec tout le reste. Ce qui veut dire que, bien sûr, qu'on a créé cette structure de coordination avec les médecins, avec les professionnels de santé et médico-sociaux, mais bien évidemment, ça s'articule donc avec les médecins, les autres professionnels de santé, avec les structures type EHPAD, avec ce qu'on appelle les PTA, on en parlera plus tard, les associations éventuellement de patients, et puis avec d'autres structurations à plus petite échelle, comme ce qu'on appelle les équipes de soins primaires. En gros, c'est le minimum du minimum, un médecin généraliste et une infirmière, par exemple. Les maisons de santé pluriprofessionnelles, on en reparlera, les centres de santé qui sont des centres de santé pour les salariés. Donc, ça ne travaille pas tout seul, une CPTS, ça travaille là encore en collaboration avec toutes les autres structures qui existent. Alors, bien évidemment, qu'est-ce qu'on identifie? On identifie des besoins parce que la population est en hausse, elle augmente, elle vieillit, donc plus de maladies chroniques, de perte d'autonomie et nécessité donc d'organiser le parcours entre les différents professionnels de santé et les acteurs sociaux. On sait que la démographie médicale est en baisse, il y a des départs à la retraite qui ne sont pas compensés, donc ça c'est toute profession médicale confondue et toute spécialité confondue. Les aspirations sont différentes puisque les jeunes souhaitent avoir une qualité de vie que nos anciens avaient sacrifiée parfois. La perte d'attractivité de l'installation libérale, les gens n'ont pas envie de travailler tout seuls dans leur coin,
Donc, ça fédère, ça coordonne. On a des centres hospitaliers qui sont en tension, avec engorgement des urgences. Donc, objectif, c'est de dégager un petit peu de ces consultations d'urgence qui n'en sont pas. Le cloisonnement entre la ville, le sanitaire, le médico-social, avec des ruptures de parcours, le patient, des fois, il ne sait pas vers qui se tourner. Et puis, les dispositifs d'appui aux médecins de ville qui sont sous-utilisés. On parlera des PTA ou des DAC juste après. Et ça, c'est très important. Donc, globalement, il y a des missions prioritaires qui permettent d'avoir un accord cadre qui permet donc d'obtenir du financement. Donc, pour simplifier, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça en vrai, mais pour simplifier, l'objectif, c'est de faciliter l'accès aux soins. Donc, proposer un médecin traitant, très important, donner des plages de soins non programmées et développer le recours à la télémédecine, à la téléexpertise. Ensuite, il y a l'organisation du parcours pluriprofessionnel autour du patient, puisque dans les CPTS, vous allez avoir des pharmaciens, des kinés, des infirmières, donc des gens qui vont se parler et qui vont s'organiser. Et puis, il y aura des développements d'actions de prévention à l'échelon d'un territoire, parce qu'on aura identifié, par exemple, que dans une région, il y a plus d'obésité ou il y a plus de cancer du poumon. Et donc, à l'échelon du territoire, on va développer des actions spécifiques de prévention. Voilà, donc à côté de ça, optionnellement, il y a plusieurs missions qui peuvent se faire, par pertinence de soins, par exemple, et l'accompagnement des professionnels de santé pour éviter les burn-out aussi. Ça, c'est les missions que la CPTS va devoir remplir une fois qu'elle aura été créée. Je ne rentre pas dans le détail de la création, ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc, en pratique, tout ça, ça va s'articuler. Il va y avoir donc un travail pour coordonner, bien évidemment, avec des outils dont on parlera rapidement, un management avec un budget, avec du personnel, des projets, et puis des relations avec les différents partenaires qu'on a vus tout à l'heure, que ce soit les EHPAD, que ce soit, voire même les hôpitaux, même s'ils ne sont pas intégrés dans la CPTS, il y aura un travail qui va se faire en collaboration avec eux. Donc, ce qui est très important, c'est que tout ça, ça va s'appuyer sur du numérique. Et le numérique, c'est ce qu'on appelle le e-parcours. Ça va être à la base des outils de messagerie sécurisés. Ça ressemble un peu à WhatsApp, mais ça permet bien évidemment d'échanger autour d'un patient précis. Par exemple, l'infirmière, le kiné, le médecin traitant, pour éviter de se laisser des messages sur le cahier, comme on le voit, avec le cahier qui se perd, on n'arrive pas à lire. Il y aura donc des outils de messagerie avec des alertes, etc. Il y aura des outils de téléconsultation qui seront, on va dire, proposés, choisis par la CPTS. Téléconsultation, téléexpertise. Nous, dans notre territoire, on a un outil qu'on a mis en place pour la téléexpertise et qui fonctionne déjà en dermatologie, en cardiologie et bientôt en rhumatologie dans l'ostéoporose. Le dossier partagé, ça c'est extrêmement important puisque finalement c'est la base sur laquelle va reposer l'échange de données. Ça évite normalement la dispersion des informations et l'objectif est d'avoir ce qu'on appelle de l'interopérabilité, c'est-à-dire que quand vous saisissez des données dans votre dossier médical, automatiquement ça bascule dans le dossier coordonné. Ensuite, bon, c'est un petit peu moins, on va dire, prioritaire, mais il peut y avoir de la géolocalisation pour trouver un professionnel de santé à proximité, un médecin traitant qui accepte de nouveaux patients, par exemple. Et puis, les outils de partage d'agenda, alors vous connaissez les Doctolib, etc. Mais là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit, on va dire, intégré au fonctionnement de la CPTS, où le coordonnateur pourra libérer des créneaux, ouvrir des créneaux, donner justement des soins non programmés en disant dans tel cabinet, vous pouvez aller de 8h à 12h le mardi pour vous faire soigner, même si vous avez une urgence et que vous n'avez pas besoin d'aller aux urgences. L'idée étant d'éviter d'encombrer justement ces structures qui sont déjà débordées. Donc, ensuite, voilà, excusez-moi, les MSP, les maisons de santé pluridisciplinaires. Alors là, on va passer très vite, parce que pluriprofessionnelles, pardon. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est quand même avant tout du premier recours, plusieurs médecins traitants, des infirmières, des kinés qui vont s'organiser. Il peut y avoir aussi quand même des médecins spécialistes, mais pas forcément de toutes les spécialités. Et il y a vraiment une orientation, bien sûr, prise en charge, mais aussi éducation thérapeutique, prévention, santé publique. C'est une structure de proximité qui s'organise. Alors, ça existe, les cabinets de groupe. Là, la différence, c'est qu'il y a un projet, une fois de plus, qui a été élaboré. Il y a des financements qui permettent de faire tourner la mécanique. Et il y a bien évidemment des engagements sur lesquels on peut rapidement passer, c'est-à-dire, une fois de plus, des amplitudes horaires quotidiennes un peu plus importantes, de 8h
entre 8 et 12 heures, globalement, éventuellement, des amplitudes maximum qui vont jusqu'à 20 heures. Ça doit couvrir le samedi matin. Et il y a une fois de plus le soin non programmé qui est vraiment une priorité politique finalement, hein, parce que ça, c'est vraiment un gros souci. Et là-dessus, bien évidemment, il va y avoir des choses qui vont s'articuler avec des protocoles pluriprofessionnels, des réunions de concertation multidisciplinaires, des coopérations, là encore, avec les CPTS, bien évidemment, interprofessionnelles, de la formation, l'accueil des internes aussi. Donc, si vous voulez, toutes ces briques vont composer en fait cette maison de santé pluriprofessionnelle. Alors, les PTA, ça c'est important aussi, c'est-à-dire plateforme territoriale d'appui. Là, on n'est plus dans l'organisation entre professionnels, comme on a pu voir pour les CPTS et comme on a pu le voir pour les MSP. On est dans des dispositifs d'appui à la coordination. L'idée, c'est de pouvoir se reposer sur ces PTA pour qu'elles puissent ensuite organiser finalement la prise en charge du patient complexe. Alors, en général, c'est patients âgés, handicapés, peu autonomes. Et donc, cet appui-là, ça permet de décharger le professionnel de santé de toutes ces missions qui sont extrêmement difficiles et chronophages, qui finalement ne sont pas directement en lien avec le soin, mais avec la prise en charge du patient. Donc, globalement, l'idée, c'est de favoriser le retour à domicile des patients et leur prise en charge en situation complexe. C'est accompagner le virage ambulatoire. Une fois de plus, l'objectif, il est aussi d'économiser. Hein, c'est-à-dire que ces PTA, elles évitent des hospitalisations en théorie. Voilà. Elles vont donc se recentrer sur le professionnel de santé dans le cadre de 3 missions. Information et orientation vers des ressources sanitaires, sociales et médico-sociales du territoire. On prendra un exemple à la fin. L'appui d'organisation et de coordination des situations complexes, encore une fois. Et le parcours de soins, l'accès aux soins, la coordination. Donc finalement, ça vient en soutien des CPTS, des MSP, éventuellement des équipes de soins spécialisées dont on parlera juste après. Et ça permet aux professionnels de santé en fait, de se décharger de toute une partie organisation de soins et prise en charge du patient. Alors, les équipes de soins spécialisées, c'est ce qui nous concerne en fait. Alors ça, c'est assez nouveau. Il y en a très très peu pour l'instant qui sont montés. Les CPTS, par exemple, c'est une obligation, je crois, pour 2022, que le territoire, la France entière, soit maillé de CPTS. Les équipes de soins spécialisées, c'est un outil qu'on peut ou pas s'approprier en tant que spécialiste. Alors, c'est un territoire qu'on va définir de l'ordre du département, mais ça peut être différent en fonction de la population. Ça va regrouper des spécialistes en dehors des médecins généralistes, d'une ou de plusieurs spécialités. On peut mettre rhumato, MPR, chirurgto par exemple, qui sont volontaires. Donc, par exemple, si vous avez 30 rhumatos sur votre département, 10 désirent monter une ESS, pourquoi pas. Les autres, ils font pas, c'est pas grave. On peut être sur le même site, on peut être sur plusieurs sites, c'est peut-être plus intéressant. On peut aussi développer des consultations avancées, donc notamment dans des territoires, il y a des départements où il y a aujourd'hui 0 ou 1 cabinet de rhumatologie. Donc, c'est vrai que quand vous avez plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres à parcourir, c'est compliqué. Donc, on peut s'organiser pour dire, tiens, un jour par semaine, on va aller là. Et bien évidemment, le fait d'être organisé en ESS permet d'avoir, on va dire, un appui, un poids plus important vis-à-vis des autorités administratives qui sont là pour vous aider parce qu'il y a eu le projet, une fois de plus en amont, qui a été conçu. Alors, on peut intégrer les structures hospitalières, publiques, privées, et aussi tout ce qui est soins de suite et de réadaptation, structures médico-sociales. Tout ça, c'est autour d'une thématique ou autour, en général, d'une pathologie. Alors, ça peut être effectivement une maladie, pour nous, rhumatisme inflammatoire chronique, ostéoporose, ou une population patient de plus de 75 ans, perte d'autonomie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette ESS? Elle va coordonner, organiser la médecine spécialisée de proximité avec les autres structures. Donc, bien sûr, il y aura de la relation, notamment avec les CPTS. L'idée, c'est de dire que vous avez une ESS, en face, vous avez plusieurs CPTS, et bien vous êtes un interlocuteur, par exemple, de porte d'entrée pour la prise en charge rapide de rhumatisme inflammatoire, par exemple. Donc, réponse là encore aux soins non programmés, par la mesure du possible, mais ça doit s'organiser. Donc, on protocolise au niveau territorial certaines pathologies chroniques,
On peut protocoliser aussi les urgences en disant finalement, l'équipe de soins, elle va recevoir rapidement, mais il faut qu'elle puisse ensuite rediriger si nécessaire. Il y a de la pertinence de soins, bien évidemment, et ça, on verra que c'est un peu le volet formation, c'est ce qu'on voit juste après, notamment avec les médecins généralistes. Vous avez vu qu'on avait beaucoup de mal aujourd'hui à avoir accès aux médecins généralistes parce que la formation est très normée. Eh ben, vous faites une ESS, vous arriverez plus facilement à rentrer en contact avec vos collègues médecins généralistes. Il y a des forfaits qui peuvent être apportés à l'ESS, notamment pour faire de l'éducation thérapeutique qui aujourd'hui n'est pas valorisée, pour proposer de la psychothérapie. Et tout ça, c'est de l'argent que l'ESS fait rentrer. Donc, il y a aussi la possibilité de développer des coopérations transversales dans des pathologies pluridisciplinaires. Donc, par exemple, une fois de plus, faire des RCP dans le cadre d'une structuration, ce qui peut permettre de faire des staffs entre professionnels libéraux, tout ça ayant la possibilité d'une organisation formelle et financée, là encore, au moins en partie. Et puis, c'est un atout pour accueillir des étudiants en médecine ou des internes. Par exemple, si vous, dans votre cabinet, vous n'avez pas ce qu'il faut pour répondre au cahier des charges de l'accueil d'un interne, si vous êtes plusieurs au travers d'un ESS, vous allez pouvoir dire qui fait de la densito, qui fait de la radio, qui fait de l'écho, qui fait de l'EMG, et donc partager quelque part la formation. C'est un projet. Pour l'instant, on n'est pas encore dans la réalisation. Il y en a très, très peu, comme je vous l'ai dit, en rhumato, à ma connaissance, il n'y en a pas. Alors, ce fonctionnement, ça nécessite un poste de coordinateur, puisque il faut qu'il y ait une porte d'entrée, une porte de sortie dans l'équipe de soins spécialisés. Donc, quand un médecin traitant a besoin d'un avis rapide de rhumatologue, il va s'adresser au coordinateur qui va dire tiens, il y a le docteur machin à tel endroit qui a libéré des créneaux pour du soin non programmé ou qui peut recevoir votre patient dans le cadre de notre ESS qui s'occupe des rhumatismes inflammatoires dans une semaine. Voilà, parce que c'est organisé avec les PTS, bien évidemment. On peut aussi développer de la téléexpertise, ce qui permet là encore de dire, voilà, je balance mon dossier de téléexpertise d'ostéoporose, et dans l'ESS, le premier rhumatologue qui aura du temps pour l'étudier va être réceptif de cette téléexpertise. On peut aussi, donc ça c'est dans l'autre sens, solliciter les autres acteurs du territoire, travailler avec les services hospitaliers, les services d'urgence, prendre des rendez-vous, le poste de coordinateur peut le permettre, pour des rendez-vous rapides, par exemple d'IRM, de PET scan, on a parfois du mal à obtenir. Donc, c'est pas vous allez dire, moi j'ai besoin pour monsieur machin d'un PET scan, c'est le coordinateur qui va s'en occuper, c'est pas vous. Donc, ça peut être quand même une aide. Hein, on est toujours pareil, libérer du temps médical. Et pour libérer du temps médical, il faut qu'on nous aide un petit peu, organiser des RCP ou d'autres consultations. Donc, au final, à quoi on arrive? On arrive finalement à une organisation de soins qui se veut plus efficiente et éventuellement une graduation de soins qui peut se faire au travers de l'ESS. Donc, une ESS, par exemple, ça va permettre de revoir la pertinence de soins avec les médecins généralistes au travers de la formation. Le CNPR, dont je fais partie au bureau, a travaillé dessus et, par exemple, on a élaboré ce qu'on n'appelle pas des recommandations, mais plutôt des bonnes pratiques au travers de conseils qu'on donne aux médecins généralistes sur comment gérer une douleur du genou chez le patient de plus de 50 ans, au niveau de l'ostéoporose aussi, parce qu'on sait qu'il y a des actes inutiles et puis au contraire des traitements qui devraient être faits qui ne sont pas faits. Donc, on peut faire passer ces messages aux médecins généralistes, éventuellement au travers de ces PTS qui regroupent justement les médecins généralistes. On peut développer de la téléexpertise, on l'a vu, et en PACA, on a développé la téléexpertise dans l'ostéoporose. C'est en train d'être développé, mais la plateforme existe. On utilise, on l'a vu, des outils de coordination, ce qu'on appelle le e-parcours, les messageries sécurisées, les dossiers partagés. On fait une graduation de soins. Ça, ce n'est pas inintéressant. Par exemple, si on fait une filière ostéoporose avec un parcours patient. L'ostéoporose, c'est une maladie de ville. On va soigner la plupart du temps les patients en ville. Mais on a besoin parfois d'une orientation vers un service de soins et de réadaptation, d'actes lourds, cémentoplastie, corset, chirurgie, biopsie, ou de patients complexes, patients dialysés greffés. On peut imaginer avoir un accès, entre guillemets, VIP, c'est-à-dire direct de l'ESS à l'hôpital. Et donc, il faut construire l'ESS avec les hospitaliers. Et enfin, on en a parlé, la PTA, par exemple, le retour à domicile après une fracture de l'extrémité du fémur chez un patient
Quand il doit sortir de la structure hospitalière pour rentrer chez lui, il faut organiser les repas, le ménage, le kiné, l'infirmière. Ça, la PTA peut le faire pour vous. Voilà, donc en un temps record de 20 minutes, j'ai réussi à vous faire passer pas mal de messages sur comment demain les outils de coordination devraient nous aider à fonctionner. J'espère que ça vous aura donné envie de vous y intéresser, de vous rapprocher éventuellement de vos URPS, parce que ça, ils connaissent très très bien. Et je vous remercie pour votre attention.